Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer. Donc, bonsoir également aux personnes qui sont en direct, en ligne sur notre webinaire, puisque notre conférence est retransmise en direct sur Internet. Donc, je me présente, Émilie Egea de la Fondation Rovaltin. Je suis chargée de programme scientifique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la Fondation Rovaltin. On est une fondation de coopération scientifique qui œuvre sur des questions santé-environnement, le lien entre la santé humaine, la santé environnementale et tout ce qui est pollution chimique, mais aussi biologique et tous les stress que peuvent subir l'environnement et l'être humain. Et donc, une de nos principales missions, c'est de faire percoler la connaissance scientifique dans la société. Et pour cela, on organise tous les 2 mois des conférences ici à l'UGA à Valence sur différents thèmes. Alors, pour la dernière édition de 2018, on a choisi d'aborder le thème de la maladie de Lyme ou la borréliose de Lyme, et sous un aspect en lien avec l'environnement, puisque vraiment c'est notre cœur de métier, et donc comment la biodiversité notamment peut impacter la propagation de cette maladie. Alors, on va avoir 3 conférencières aujourd'hui, dont 2 en salle et une qui nous rejoindra après sur Internet, qu'on aura en visioconférence puisqu'elle est à Nancy, donc on l'aura en direct. Donc tout d'abord, on va commencer par Madame Vessière, qui est épidémiologiste, pour Santé publique France, donc qui nous arrive tout droit de Clermont-Ferrand et qui va nous présenter les aspects on va dire, plus suivi de la maladie, des incidences et évolution dans le temps. Et puis ensuite, on aura une deuxième intervention de Madame Soublé, qui est directrice pour la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et qui, elle, va nous parler du lien entre évolution de la biodiversité et propagation de la maladie de Lyme. Donc tout de suite, je laisse le micro à Madame Vessière. Merci, bonsoir à tous. Donc, cette première présentation sera sur les données épidémiologiques, sur la borréliose de Lyme, au travers en fait de tous les travaux qui sont menés par Santé publique France. Et puis, je vais revenir aussi plutôt en dernière partie sur toutes les mesures de prévention pour éviter les piqûres de tiques, et revenir sur la conduite à tenir lorsqu'on s'est fait piquer par une tique. Donc, je suis épidémiologiste. Je travaille à la cellule d'intervention en région de Santé publique France. Donc, on est une cellule d'une douzaine de personnes à peu près réparties sur 2 sites, à Lyon et à Clermont-Ferrand. Et donc, on couvre tout le territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et au sein de l'équipe, je suis plutôt en charge des dossiers de santé environnementale. Alors, tout d'abord, une présentation très rapide de la maladie, la borréliose de Lyme. Donc, c'est une infection qui n'est pas contagieuse puisqu'il n'y a pas de transmission de personne à personne. Il s'agit de la principale infection transmise par les tiques, que ce soit en France ou en Europe. L'agent qui cause cette maladie est une bactérie. Comme on peut le voir sur l'image de gauche, sur une image qui a été prise au microscope, c'est une bactérie qui a une forme assez particulière en spirale, qui a donné son nom de spirochète. Et c'est une bactérie qui appartient au complexe Borrelia burgdorferi senso-lato, puisque ce complexe-là comprend 12 espèces au total. Donc, cette bactérie, on la retrouve chez les tiques dures, du genre Ixodes ricinus. Et sur l'image de droite, du coup, vous avez des tiques à différents stades de développement. La larve, juste après l'éclosion de l'œuf, la nymphe, qui est toute petite, en moyenne elle fait 2 mm, et puis ensuite vous avez les tiques adultes, sachant que la tique femelle est plus grosse que la tique mâle. Donc au niveau des signes cliniques, on peut avoir différentes manifestations possibles, puisqu'en fait cette bactérie-là, elle a la capacité de se propager dans les tissus et d'atteindre différents organes. Donc, la toute première manifestation qui est assez évocatrice de borréliose de Lyme, c'est l'érythème migrant. Donc, l'érythème migrant, il survient de 1 à 30 jours après la piqûre de tique. Il est assez caractéristique parce qu'en fait, c'est une tache rouge qui se développe, qui est centrée autour de la zone de piqûre et qui va progressivement s'étendre jusqu'à atteindre parfois plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Donc, ça, c'est l'érythème migrant, donc assez facile à reconnaître. Et puis, à ce stade-là, précoce de la maladie, s'il n'y a pas de traitement antibiotique,
la maladie va évoluer vers des formes disséminées, où là, du coup, vont pouvoir apparaître sur des temps plus longs, de plusieurs mois à plusieurs années, d'autres types de manifestations dermatologiques, neurologiques, articulaires, et plus rarement des manifestations cardiaques ou ophtalmologiques. Alors, comme c'est une maladie complexe, le diagnostic il est basé à la fois sur un faisceau d'arguments cliniques, mais également épidémiologiques, puisqu'on va rechercher la notion de piqûre de tique ou le risque d'exposition aux tiques, et biologique, puisque en particulier pour les formes disséminées, on va faire des tests biologiques, surtout des tests sérologiques, pour confirmer la maladie. C'est une maladie qui est assez fortement médiatisée, puisqu'en fait, il y a plusieurs sujets de controverse à l'heure actuelle, entre la communauté médicale scientifique d'une part et certaines associations de patients, sur plusieurs points. Ces associations elles réclament la reconnaissance de formes persistantes chroniques, même chez des personnes qui, a priori, ont été correctement traitées. Elles doutent de la fiabilité des tests biologiques utilisés actuellement et qui sont sur le marché. Et la troisième revendication, c'est la mise en œuvre de traitements alternatifs, notamment des antibiothérapies sur des durées prolongées, sur des durées qui vont bien au-delà en fait, des recommandations actuelles. Alors, quel est le risque de contracter la borréliose de Lyme? C'est un risque qui est difficilement quantifiable. Malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être piqué une fois pour contracter la borréliose de Lyme. En fait, il y a différents facteurs qui interviennent. En premier lieu, c'est l'abondance des tiques. Donc, il faut savoir qu'il y a une période qui est très favorable au développement des tiques, c'est la période d'avril à novembre. Et ces tiques-là, on va les retrouver dans des milieux qui lui sont favorables. Donc, c'est tout ce qui est sous-bois de feuillus, les prairies où les herbes sont hautes, les parcs, les jardins privés, les jardins publics. Ensuite, il y a le taux d'infection des tiques, puisque toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie Borrelia. Donc ça va aussi dépendre de plusieurs facteurs. Du pays, on sait que le taux d'infection des tiques est plus élevé dans les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Et puis, ça peut dépendre aussi au sein d'un même pays de la région, tout simplement. En France, on a des régions où l'incidence de la borréliose de Lyme est particulièrement élevée. C'est toutes les régions du nord-est de la France, par exemple. Et voilà, il peut y avoir aussi des différences en fonction des massifs forestiers. Ensuite, ce qui va jouer aussi, c'est le stade de développement de la tique, puisqu'en fait, en général, le taux d'infection chez les tiques adultes est plus important que le taux d'infection chez les nymphes. Ce qu'on peut retenir, c'est peut-être cette proportion-là. Donc ça, c'est le taux d'infection moyen chez les tiques adultes. C'est qu'il y a environ 80% des tiques qui ne sont pas infectées par la bactérie et 20% qui le sont. Donc ça fait à peu près une tique sur 5. Ensuite, quel est le risque de transmission au moment de la piqûre de tique? Donc là, il y a une première chose qui va avoir un rôle important, c'est la durée d'attachement de la tique. Sachant qu'on considère que le risque de transmission est réel à partir de 24 heures de durée d'attachement. Ensuite, ce qui va pouvoir jouer aussi, c'est l'espèce de Borrelia. On a vu qu'il y en avait plusieurs et on sait que certains types de Borrelia vont avoir une transmission plus rapide. Il y a le taux d'infection de la tique elle-même et puis évidemment, si on s'est fait piquer par plusieurs tiques à la fois, ce risque va être augmenté. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'après une piqûre infectante, on sait que dans la grande majorité des cas, 95%, les personnes vont faire une séroconversion, c'est-à-dire qu'elles vont produire des anticorps spécifiques de la bactérie, mais sans aucun signe clinique. Et par contre, dans les 5% restants, là, donc ces personnes vont contracter une infection évolutive et active. Et donc, dans 60 à 90% des cas, ça va se manifester par un érythème migrant. Et si cet érythème migrant est correctement traité, il n'y a pas de raison ensuite que ça évolue vers des formes disséminées. On va le voir. Donc, du coup, quelles sont les données épidémiologiques sur la borréliose de Lyme?
Alors, on va le voir, il y a différents systèmes de surveillance qui existent en France qui nous permettent d'apprécier les tendances temporelles, d'apprécier aussi la distribution géographique des cas et de mieux comprendre en fait les caractéristiques de cette maladie. Alors, au niveau national, on a deux systèmes de surveillance. Le réseau Sentinelle, donc qui permettent de surveiller les cas de maladie de Lyme qui sont diagnostiqués en médecine générale. Donc, le réseau Sentinelle, peut-être que certains le connaissent, au travers des cartes qui produisent semaine par semaine, des cartes sur la gastro, sur la grippe. Donc, il faut savoir qu'ils surveillent des maladies infectieuses et ils surveillent la borréliose de Lyme en fait depuis le 1er janvier 2009. Donc, le réseau Sentinelle, c'est environ 2% des médecins généralistes qui y participent. Et donc, quand ils voient dans leur patientèle des personnes ayant contracté la borréliose de Lyme, ils font une remontée, sachant qu'il y a une définition de cas en fait qui existe. Chaque cas qui est remonté fait l'objet d'une validation. Et donc, voilà, ça permet d'estimer, du coup, à partir de ce réseau, d'estimer le nombre de cas au niveau régional et au niveau national. Ensuite, on a la surveillance des cas de borréliose de Lyme qui sont hospitalisés. Donc là, on n'est pas sur un réseau de médecins, on est vraiment sur l'exploitation d'une base de données qui existe déjà. C'est la base nationale des séjours hospitaliers du programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc là, du coup, on a accès à quasiment tous les séjours hospitaliers en France, puisqu'en fait, cette base-là, elle couvre environ 95% des hôpitaux privés et publics. Donc, comme dans cette base, on a accès au motif de l'hospitalisation et que ce motif-là, il fait l'objet d'un codage, c'est-à-dire que le diagnostic est codé, on peut assez facilement, du coup, extraire les séjours hospitaliers qui étaient en lien avec la borréliose de Lyme. Donc ça, c'est pareil, ça nous permet d'apprécier les tendances d'une année à l'autre. Au niveau régional, dans certaines régions, en particulier les régions où l'incidence est forte, ces systèmes de surveillance, ils ont été complétés par la mise en œuvre d'études locales d'incidence, alors qui étaient soit menées par les CIR, donc les cellules d'intervention en région de Santé publique France, soit par le Centre national de référence des Borrelia. Et dans tous les cas, donc là aussi, c'était basé sur la constitution de réseaux de médecins, mais pas uniquement de médecins généralistes. C'est-à-dire qu'on ouvrait aussi aux spécialistes, les dermatologues, les infectiologues, les neurologues, enfin tous les spécialistes qui étaient susceptibles de voir des cas de borréliose de Lyme, donc avec un profil du coup plus varié de médecins qui travaillaient en libéral ou en milieu hospitalier. Et comme c'est fait au niveau local, du coup, ça permet de descendre à une échelle géographique plus fine et ça permet du coup de produire des données d'incidence au niveau départemental ou même au niveau du canton. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, sur un département, ça permet de mettre en évidence des secteurs où l'incidence est plus forte. Donc après, ça permet éventuellement de cibler les messages de prévention dans ces zones-là. Pour ce qui est de la surveillance du CNR, donc, qui a été exercée entre 2002 et 2011, donc c'est le même système, sauf que là, c'était couplé avec une surveillance vectorielle, c'est-à-dire une surveillance des populations de tiques et des taux d'infection de ces tiques. Et enfin, ce qui existe aussi, c'est des enquêtes de séroprévalence. Donc ça, c'est en particulier la MSA qui a fait ce type d'études auprès de ses affiliés, les personnes exerçant des professions agricoles ou les forestiers. Donc là, du coup, l'objectif, c'est d'estimer la part de la population qui a développé des anticorps et donc d'estimer la part de la population qui a déjà été en contact avec la bactérie. Il me semble aussi qu'il y a un projet d'enquête de séroprévalence chez les donneurs de sang qui va se faire du coup en collaboration entre Santé publique France et l'établissement français du sang. Alors, quels sont les résultats donc, de ces systèmes de surveillance? Donc, pour le réseau Sentinelle, donc là, je vais vous présenter les données 2016 puisque c'est les données les plus détaillées dont on dispose. Donc, on évalue en 2016 à environ 55 000, le nombre de cas de borréliose de Lyme, dont 12 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce qu'on a constaté en 2016, c'est une augmentation assez importante du taux d'incidence. C'est ce qu'on voit sur la courbe en bas. C'est la courbe rose, l'incidence de la borréliose de Lyme. On voit qu'en fait, entre 2009 et 2015, on était sur un taux d'incidence assez stable, autour de 40 à 45 cas pour 100 000 habitants. Et là, on voit qu'en 2016, c'est monté jusqu'à 84 cas pour 100 000 habitants. Malgré tout, c'était essentiellement très largement, en très grande majorité, c'était des cas qui présentaient seulement un érythème migrant. C'est-à-dire que pour ce qui est des manifestations disséminées, on voit que là, l'incidence n'a pas bougé, elle est toujours faible, elle est toujours autour de 1 à 2 cas pour 100 000 habitants. Donc, cette augmentation, elle reste inexpliquée à l'heure actuelle. On sait qu'on peut avoir des fluctuations d'une année à l'autre qui dépendent en particulier des conditions météo, favorablement au développement des tiques. Là, on pense qu'en 2016, ce qui s'est passé, c'est plutôt une médiatisation assez importante, une meilleure sensibilisation et donc du coup une meilleure reconnaissance de l'érythème migrant par les patients, ce qui a probablement conduit à une augmentation du recours aux soins. Ce que l'on voit avec les données 2017, j'ai juste le taux d'incidence au niveau national, c'est quand même un petit infléchissement. Voilà. Alors ça, c'est la carte avec les taux d'incidence régionaux. Donc on voit une forte disparité géographique de ces taux d'incidence, avec des régions où l'incidence est particulièrement élevée, puisqu'elle est supérieure à 100 cas pour 100 000 habitants. Donc dans toute la partie est de la France, également dans le centre, on voit que Auvergne-Rhône-Alpes, donc on fait partie de ces régions-là, mais que par exemple en Limousin, l'incidence est quand même particulièrement importante puisqu'elle atteint 617 cas pour 100 000. Donc il y a pareil différents facteurs qui interviennent pour expliquer cette répartition des cas, mais on pense que c'est lié aussi aux conditions de météo, puisqu'on sait que les tiques aiment bien l'humidité importante, supérieure à... Et on sait que par exemple, elles vont avoir plus de difficultés à se développer dans les régions sèches du pourtour méditerranéen. Donc, les études locales menées par les CIR permettent du coup d'avoir des estimations d'incidence à des échelles plus fines. Donc, ça a été fait en Rhône-Alpes sur une période de 3 ans, entre 2006 et 2008, mais uniquement sur 3 départements de la région Rhône-Alpes, qui étaient la Loire, l'Ain et la Haute-Savoie. Donc, on voit que ce qui a été produit, du coup, c'est des taux d'incidence par canton qui font apparaître, donc, du coup, des zones où cette incidence est importante. Et puis, vous avez la carte avec les taux d'incidence qui ont été retrouvés en Alsace. Ça, c'est une étude plus récente qui a été faite sur la période 2014-2015. Donc là, ce qui est bien avec ce type d'étude, c'est que, du coup, ça permet de faire des analyses cartographiques et de pouvoir recouper les données d'incidence avec d'autres indicateurs, comme par exemple les surfaces boisées, l'altitude ou, s'il y a eu ce type d'études, l'abondance des tiques. Le problème, c'est que ça demande des moyens très importants, puisque du coup, il faut constituer ce réseau de médecins, il faut valider chaque cas qui remonte, il faut relancer aussi les médecins non répondants tous les mois. Et c'est vrai qu'au vu d'une équipe d'une douzaine de personnes, c'est des études qui sont assez lourdes. Mais il est vrai que dans certaines régions, il y a aussi des besoins importants de connaissances. Et donc, c'est ce qui justifie que ce soit encore fait dans certaines régions. Alors, sur cette carte, du coup, donc si on focalise un peu sur Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, on retrouve les 3 départements rhône-alpins qui ont fait l'objet d'une étude par la CIR. Et puis, vous voyez également que pour l'Auvergne, on a aussi 3 départements pour lesquels on a des données d'incidence. C'est l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Donc ça, c'est des résultats qui ont été produits par le Centre national de référence des Borrelia sur la période 2006-2010. Et ce qu'on voit apparaître du coup sur cette carte, puisque c'est un peu plus précis que la carte de tout à l'heure, c'est un gradient du coup en infrarégional, un gradient est-ouest où on voit que les incidences quand même sont plus élevées du coup dans la partie est de notre région qu'à l'ouest, même si
c'est très parcellaire puisqu'il y a des données manquantes sur certains départements et il n'y a pas de données pour la Drôme. Donc, pour ce qui est des cas hospitalisés, alors là, à l'inverse des données sentinelles, on n'a pas vu d'augmentation des hospitalisations pour Lyme sur l'année 2016. En fait, on est toujours autour d'environ 800 hospitalisations chaque année sur la période 2005-2016, pour un taux d'incidence de 1,3 pour 100 000 par an. Lorsqu'on regarde la carte, on voit qu'elle est plutôt en correspondance avec celle du réseau Sentinelle. On voit qu'on retrouve à peu près les mêmes régions où l'incidence est élevée. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques de ces cas. Donc, tout d'abord, les cas qui sont diagnostiqués en médecine générale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 95% de patients qui présentent uniquement un érythème migrant, donc la forme la plus bénigne de la maladie. 72% de ces personnes rapportaient la notion de piqûre de tique, mais ce n'était pas non plus systématique parce que vous savez que des fois, les piqûres de tique peuvent passer complètement inaperçues. Ce que l'on voit sur le graphique, c'est qu'en fait, on peut avoir des cas dans toutes les catégories d'âge, mais qu'il y a quand même une catégorie d'âge où l'incidence est particulièrement importante, c'est les personnes âgées entre 60 et 70 ans. Et là, l'explication qui est donnée, c'est que du coup, c'est une population de jeunes retraités qui pratiquent plus souvent la randonnée pédestre, donc qui est plus exposée que les autres. Il y a une saisonnalité des cas comme il y a une saisonnalité des tiques, puisque 85% des cas sont déclarés sur la période de mars à octobre. Pour les cas hospitalisés, donc la grande majorité des cas hospitalisés l'ont été une seule fois, c'est-à-dire qu'on retrouve un seul séjour en milieu hospitalier. L'âge médian était de 51 ans, mais on voit que finalement, il peut y avoir aussi de jeunes enfants qui sont hospitalisés, puisque les âges extrêmes, ça allait de 1 an à 95 ans, que c'est un peu plus souvent des hommes, 57%. Et au niveau des motifs d'hospitalisation, il faut savoir que la moitié des hospitalisations, c'était pour des manifestations neurologiques. Ensuite, on retrouve les arthrites, 13%, les complications cardiaques, 7%, les manifestations oculaires, 2%, et ACAS, et acrodermatite chronique atrophiante, 2%. La durée médiane d'hospitalisation était de 4 jours, mais cette durée-là, elle pouvait être plus importante, par exemple, pour des personnes qui étaient hospitalisées pour des complications cardiaques. Et là, à la différence des données du réseau Sentinelle, on a 2 pics d'incidence chez les jeunes enfants, âgés entre 5 et 9 ans, et chez les personnes âgées entre 70 et 79 ans. Alors pour les petits, pour les enfants, ce qui motivait le plus souvent l'hospitalisation, c'était les manifestations neurologiques, en particulier méningite et paralysie faciale. Et ce qui expliquait le plus d'hospitalisation chez les personnes plus âgées, entre 70 et 79 ans, c'était plus les complications cardiaques. Il y a aussi une saisonnalité, c'est ce qu'on voit sur le graphique, sauf qu'elle est un petit peu décalée par rapport aux données du réseau Sentinelle, puisqu'elle est de juin à novembre, avec un pic que l'on observe habituellement en août ou en septembre. C'est juin à novembre. C'est un petit peu décalé parce qu'en fait, ce qui va expliquer une hospitalisation, c'est parce que la personne va présenter une forme disséminée et que les formes disséminées, le délai d'incubation est beaucoup plus long. En particulier pour la neuroborréliose. Donc, neuroborréliose, c'est lorsqu'il y a des manifestations neurologiques, c'est de 1 à 12 semaines après la piqûre de tique. Donc, c'est pour ça que ça explique le petit décalage qu'on voit sur ces données-là. Alors, quelles sont les recommandations de prévention? Je voulais vous présenter tout d'abord les données du baromètre santé 2016. Donc ça, c'est une enquête qui est menée par Santé publique France en population sur différents sujets de santé. Donc les gens, ils constituent un échantillon représentatif de personnes qu'ils interrogent par téléphone. Et en 2016, des questions ont été introduites sur la borréliose de Lyme et sur l'exposition aux tiques. Donc, ce qui ressort de ce baromètre santé, c'est qu'il y a environ un quart de la population qui a déjà été piquée par des tiques. Cette proportion-là, elle peut être plus importante
chez les personnes qui ont une profession agricole, puisque ça peut aller jusqu'à 46%, et que globalement, il y a 22% des gens qui se sentent exposés aux tiques. Sur le niveau d'information, donc là, il y a encore des progrès à faire, puisqu'il y a 35% de la population qui n'a jamais entendu parler de la maladie de Lyme. Par contre, il y en a 28% qui se disent bien informés. Et en général, si on regarde un peu plus attentivement le profil de ces personnes, c'est soit des personnes qui sont particulièrement exposées de par leur profession, soit des personnes qui se sont déjà fait piquer, soit des personnes qui vivent dans des régions à risque. Donc, il y a une hétérogénéité de ce niveau d'information sur le territoire. Parmi les personnes qui se disent bien informées, il y en a 66% qui sont capables de reconnaître l'érythamine-30. Et toujours chez ces personnes qui sont bien informées, il y en a 95% qui considèrent qu'il s'agit d'une maladie grave. On voit que par contre, il y a plutôt une bonne adhésion au comportement de prévention, puisque 66% des personnes bien informées portent des vêtements longs lorsqu'elles partent faire une balade en forêt. Par contre, il y en a à peine la moitié qui recherchent les tiques sur leur corps après être allés en forêt, et 16% qui utilisent des produits répulsifs sur la peau ou sur les vêtements. L'autre donnée intéressante qui cette fois-ci est issue de l'étude Alsace-TIC, c'est que concernant les lieux à risque, donc les lieux qui ont été fréquentés au moment de la piqûre de tiques, en fait, il ne faut pas rester sur l'idée que les tiques sont seulement présentes en forêt, mais on voit qu'il y a des gens qui se sont fait piquer simplement parce qu'elles sont allées dans des jardins publics ou dans leur propre jardin. Donc, c'est quand même 26% des piqûres de tiques, ou en prairie, 17%. Donc finalement, quels sont les enseignements pour la prévention? C'est que d'une part, il est nécessaire de vraiment informer sur le risque sur l'ensemble du territoire, puisqu'en fait, le risque de piqûre, il existe quasiment partout sur le territoire, à part peut-être sur le pourtour méditerranéen où les tiques sont moins nombreuses. Que finalement, c'est un bon niveau d'information qui favorise les comportements de prévention, mais c'est important. Et que la prévention, elle ne doit pas se limiter aux activités en forêt, mais elle doit bien porter sur l'ensemble des activités de plein air. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire évoluer les messages de prévention en ce sens. Donc voilà, pour vous rappeler un peu les consignes de prévention que vous avez peut-être déjà vues sur l'exposition itinérante de l'ARS dans le hall. Donc c'est en premier lieu porter des vêtements longs, clairs, pour pouvoir bien repérer la tique si on la porte sur nous. Se couvrir la tête pour éviter de se faire piquer au niveau du cuir chevelu, parce que là du coup ça sera moins visible. C'est inspecter de manière minutieuse tout le corps après avoir fait une randonnée. En particulier les zones qui sont peu visibles, le cuir chevelu, l'arrière des oreilles, le cou, les aisselles, les zones génitales, l'arrière des genoux, le nombril. Ça, c'est une photo qui m'a été passée par une collègue. C'est sa fille qui s'était fait piquer par une tique, juste vraiment derrière l'oreille. Donc pour vous dire que voilà, des fois, c'est plus ou moins accessible. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est évidemment retirer la tique. Dans l'idéal, avec un tire-tique qu'on peut trouver en pharmacie. Il existe différentes tailles. Donc en fait, il faut accrocher la tique et la faire tourner. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en tout cas arracher la tique, puisqu'en fait, le risque, c'est que les pièces buccales de la tique restent dans la peau, donc ce qui peut occasionner une petite réaction cutanée. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est appuyer, parce que là, du coup, ça peut la faire régurgiter, et donc il y a un risque de transmission qui est plus important. On peut l'enlever aussi avec une pince à épiler si on n'a pas de tire-tique. Et toujours désinfecter localement. Ne pas évidemment appliquer de produits avant le retrait de la tique, du type éther, alcool, parce que là c'est pareil, il y a un risque de faire régurgiter la tique. Alors il est possible d'utiliser des répulsifs, donc là, prudence quand même. Déjà en premier lieu, privilégier des produits qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché, puisque du coup ça veut dire que c'est des produits qui auront été évalués et qui ça garantit du coup l'absence de risque pour la santé et pour l'environnement
sous réserve qu'on les utilise selon les conditions d'emploi voilà, du fabricant. Ne pas utiliser directement sur la peau, mais plutôt sur les vêtements, et peut-être à déconseiller chez les jeunes enfants. Voilà. Consulter le médecin en cas d'apparition d'une plaque rouge et surveiller la zone de piqûre pendant 1 mois. Donc cette plaque rouge, on a dit que c'était une plaque ronde, voilà, qui était centrée autour de la zone piquée et qui s'étendait progressivement. Donc il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'elle s'étend, elle a tendance à s'éclaircir en son centre, de façon à faire apparaître un liseré rouge en bordure. C'est pas douloureux, ça gratte pas, et ça c'est la manifestation, on va dire, typique. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo. Par contre, vous pouvez avoir des érythèmes migrants qui n'ont pas tout à fait ces critères-là, qui sont moins typiques. Donc voilà, retenir l'idée que s'il y a une plaque rouge qui survient, il faut aller voir son médecin. Et ensuite, le dernier conseil, qui ne figure pas forcément dans les dépliants de prévention, mais que moi j'ai rajouté, c'est contrôler la présence de tiques et traiter ces animaux de compagnie, chiens et chats en particulier, s'ils ont l'habitude d'aller régulièrement à l'extérieur, puisqu'ils peuvent ramener des tiques du coup au domicile. J'ai l'exemple de mes enfants en fait, qui se sont fait piquer au mois de mai tous les deux, à une période en fait où on n'allait pas du tout dehors parce qu'il pleuvait beaucoup dans le Puy-de-Dôme au mois de mai. Et en fait, ils se sont fait piquer parce que le chat de leur nourrice allait dehors et qu'il a du coup ramené des tiques. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Donc bien les traiter avant le début du printemps pour éviter qu'ils soient infestés par les tiques et les puces. Voilà, donc pour aller plus loin, je vais faire la promotion voilà, de documents qui sont élaborés par Santé publique France. Donc vous avez des dépliants donc grand public, à destination des enfants, à destination des professionnels de santé. Le dépliant grand public et enfants, donc il a été mis à votre disposition, vous pouvez le récupérer. Il y a aussi l'exposition itinérante conçue par l'ARS et l'URCPIE qui est dans le hall et qui est très bien faite aussi. Ce que vous pouvez retrouver sur le site internet de Santé publique France, c'est également un dossier de presse sonore, donc sous la forme d'interview. Ça dure 1 minute 30 à chaque fois. Il y a 10 chroniques au total. Au mois de juin, 2 documents sont sortis. Un BEH, un bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la borréliose de Lyme, où vous pourrez retrouver une partie des études que j'ai mentionnées dans cette présentation, réseau Sentinelle, les cas hospitalisés, les résultats de l'étude Alsace-TIC et l'étude qui a été faite aussi en Franche-Comté. Enfin, c'est vraiment un dossier très complet sur la borréliose de Lyme. Et puis nous, au niveau régional, le même jour aussi, on a produit un bulletin de veille sanitaire qui est aussi à votre disposition et qui reprend à peu près les mêmes sujets. Vous retrouvez en particulier dans ce document des études qui ont été faites au niveau des services d'infectiologie de Clermont-Ferrand et de Chambéry, voilà, qui sont aussi assez intéressantes. Toujours sur le site de Santé publique France, vous avez le dossier thématique borréliose de Lyme qui est vraiment bien fait. Et puis, je voulais mentionner le plan du ministère de la Santé qui est sorti en septembre 2016, le plan de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques, voilà, qui donne les grandes orientations sur ce sujet dans les années à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Emmanuel. Alors, je vous propose de garder vos questions pour la fin de la conférence. On aura tout un temps d'échange avec les conférencières présentes et puis en direct aussi sur Internet. Donc, je laisse la place à Hélène Soublé de la FRB qui, elle, va vous parler plutôt, donc, comme je vous l'ai déjà dit, du lien entre l'évolution de la biodiversité et la propagation de la maladie. Merci. Bonsoir à tous. Donc, alors, juste, je fais une petite précision avant de commencer. Moi, je vais vous présenter les résultats de la science, donc les résultats assez récents.
je ne fais pas de message de prévention. Donc, pour la prévention, vous écoutez ce que vous disent les ARS, Santé publique France ou les médecins, parce que parfois, les résultats de la science peuvent être en contradiction avec des messages de prévention, parce qu'en fait, la prévention, ça traite un risque, et la science, elle avance sur des cas particuliers, des cas d'études, etc. Donc, vous verrez que ça peut être parfois différent de ce qu'on vous a dit, mais ce n'est pas des messages de prévention. Encore une fois, j'attire votre attention. Il faut respecter les messages de prévention des autorités compétentes. Voilà. Alors, je voulais revenir un petit peu avant de traiter de la maladie de Lyme sur le cas plus général des maladies infectieuses. Parce que donc, la maladie de Lyme, c'est une maladie bactérienne, c'est une maladie infectieuse. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a en France une diminution de la morbidité des maladies infectieuses globalement, c'est-à-dire que notre état sanitaire de prévention, justement grâce au message de prévention et à la connaissance qu'ont les populations, la meilleure connaissance de toutes ces maladies, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de mortalité pour ces maladies infectieuses. Pour remettre aussi un petit peu en perspective, donc là vous voyez les cas de mortalité qui sont dus à d'autres maladies, au tabac par exemple, 78 000 décès par an, ça c'est des chiffres en France en 2016, 48 000 décès dus à la pollution atmosphérique, à peu près la même chose due au cancer, 12 500 décès dus à l'antibiorésistance. Sur la maladie de Lyme, on n'est pas sur des décès, on est sur des cas, donc entre 25 000 et 50 000. Un peu plus, parce que j'ai vu qu'en 2007, c'était ça, 2016, 55 000. Voilà, donc on a une diminution de cette mortalité des maladies infectieuses. Néanmoins, ce qu'on constate aussi, c'est que, en fait, il y a une augmentation du nombre de cas de maladies infectieuses. Donc, en quelque sorte, c'est moins grave, mais il y en a plus. Donc, on est de plus en plus confronté aux maladies infectieuses. Donc, le graphique que vous voyez en haut à droite, ça montre en fait en bleu le nombre de cas d'émergence de maladies, et en rouge, la courbe, c'est le nombre de maladies. Donc, en fait, il y a de plus en plus de cas et de moins en moins de maladies. D'accord ? Pour une maladie, pour une émergence, pour un foyer, il peut y avoir plusieurs cas. Et donc, on a une augmentation de ce nombre de cas. Par contre, ils sont de moins en moins graves. Et sur le graphique que vous voyez donc à gauche, en fait, on voit, alors là, c'est la modularité qui est indiquée, c'est le nombre de maladies différentes. Donc, vous voyez que le nombre de maladies différentes diminue. En fait, on a ce qu'on appelle une globalisation des maladies du fait de notre mode de vie maintenant dans une société, nous sommes mondialisés. En fait, la plupart du temps, les maladies, à partir d'un foyer primaire, elles se répandent beaucoup, mais c'est la même maladie qui se répand, ce n'est pas plusieurs foyers de maladies. Alors, et autre chose aussi qui est assez intéressant, c'est que certaines publications scientifiques ont essayé de quantifier le vivant. Et ça, c'est pour attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on quantifie le vivant, on est à peu près à des chiffres, donc une masse qui est de 550 gigatonnes de carbone. Donc, gigatonnes, c'est des milliards de tonnes de carbone. Et comment est-ce que c'est réparti dans le vivant, tout ce qui est sur Terre vivant? En fait, la plupart de ce qui pèse lourd, qui contient donc le carbone, ce sont les plantes. Et vous voyez quand même qu'en violet, ces fameuses bactéries, et puis les virus, mais ils sont beaucoup plus petits parce qu'ils pèsent moins lourd, mais il y a énormément de bactéries. Et en fait, la problématique des maladies infectieuses, c'est quoi? C'est que les bactéries, elles vont avoir des hôtes. Les bactéries, il y en a qui vivent dans l'environnement, mais la plupart du temps, quand même, elles attendent d'aller infecter un être vivant. Et en fait, si vous voyez là la part des animaux, alors vous voyez que les animaux, ils sont déjà tout petits par rapport à l'ensemble du vivant. Mais si on détaille, en fait, dans les animaux, comment est-ce qu'on est répartis? Finalement, vous voyez qu'il y a beaucoup d'arthropodes, c'est en gros, les insectes sont dedans, etc. Il y a beaucoup de poissons, mais quand on regarde donc, les humains qui sont en jaune, finalement, on est déjà beaucoup plus nombreux que les mammifères sauvages. D'accord ? Et quand on regarde nos animaux domestiques en vert, finalement, les humains plus les animaux domestiques, ça représente la majorité des mammifères vivants. Donc, ça pose un problème pour les maladies infectieuses et ça explique aussi pourquoi ces maladies infectieuses augmentent et pourquoi elles attaquent l'homme. C'est parce qu'en fait, elles n'ont plus d'hôtes. C'est-à-dire que quand on parle d'érosion de la biodiversité, cette 6e extinction, on prive les bactéries de leur hôte naturel, d'accord? Et donc elles vont où? Parce qu'en fait, quand on élimine une espèce, on n'élimine pas forcément la bactérie associée ou le virus associé. Et donc ce virus ou cette bactérie, ils ont une capacité très incroyable, c'est de se multiplier très vite. Et comme ils se multiplient très vite, ils arrivent à s'adapter très vite. Donc si vous leur supprimez leur hôte, par exemple c'est un oiseau, l'oiseau disparaît.
hein, pour des raisons de pression anthropique, c'est-à-dire des pressions exercées par l'homme. L'oiseau disparaît, le virus persiste, la bactérie persiste. Où est-ce qu'ils vont aller? Souvent sur les animaux domestiques, donc nos animaux domestiques qui sont du coup plus proches de nous, ou sur l'homme. Voilà. Et ça explique pourquoi les maladies infectieuses finalement augmentent chez l'homme. Alors maintenant, on va se concentrer plus sur Lyme. Donc Lyme, en fait, c'est une maladie un petit peu complexe avec un cycle qui passe par différentes phases. Et donc là, on vous a expliqué tout à l'heure, donc il y a 3 stades en fait, hein, un stade larvaire, un stade nymphal et un stade adulte. Et en fait, en fonction des stades, elles ne sont pas sur les mêmes hôtes. Donc au départ, elles vont être sur des petits animaux, les oiseaux qui se nourrissent au sol et ce qu'on appelle les micro-mammifères, les souris, en fait, en gros, pour être très caricatural. Et ensuite, elles vont aller infecter des hôtes plus grands. Donc, habituellement, ce sont des grands ongulés sauvages, comme les cervidés. Mais c'est là qu'elles peuvent infecter aussi les renards, les hommes, les chiens, les chats, etc. Et ça, à 2 stades, donc au stade nymphal et au stade larvaire. Et donc, il y a aussi un passage par l'environnement au stade œuf. Et donc, ça démontre que la maladie, en fait, elle est très susceptible aux conditions environnementales. Est-ce que j'ai des oiseaux capables d'héberger le stade larvaire? Est-ce que j'ai des grands mammifères capables d'héberger les autres stades, etc. Si ça, c'est présent dans l'environnement, on aura une plus grande probabilité qu'il y ait des tiques. D'accord? Et il y a aussi un autre facteur, c'est, on vous l'a expliqué tout à l'heure, 80% des tiques finalement ne portent pas la bactérie de maladie de Lyme. Ben, l'environnement va aussi favoriser ou pas le fait que ces tiques s'infectent elles-mêmes et soient porteuses de cette bactérie. Et ensuite puissent la transmettre à des mammifères qui vont donc s'infecter. Donc, le risque d'infection pour les humains, les scientifiques sont assez clairs là-dessus, il augmente dans les écosystèmes forestiers. Il augmente lorsqu'il y a des autres réservoirs qui sont présents et qui permettent déjà la complétion du cycle de la tique et ensuite son infection par la bactérie. Pour l'instant, nos animaux domestiques, le bétail, est moins capable, il est moins facteur de risque. Hein. Et pourquoi il est moins facteur de risque? Parce que la plupart du temps, il est élevé dans ce qu'on appelle les habitats ouverts. Or, la tique, c'est tout de même une bestiole qui est sensible à la dessiccation. Donc, par exemple, les prairies rases, il y aura quasiment pas de tiques qui vont réussir à avoir le cycle complet. C'est pour ça qu'on dit que souvent en forêt, il y a quand même un risque qui est augmenté. Donc, en contexte forestier, on constate aussi, les recherches sont assez claires sur ce point-là, c'est que les forêts de feuillus, les forêts mixtes, les forêts où il y a différentes strates de végétation, c'est-à-dire à la fois la strate herbacée, la strate arbustive, les petits arbustes et puis la strate des arbres, la densité de tiques augmente. Et elles sont plus importantes dans ces forêts-là que dans les forêts qui sont pauvres en biodiversité ou alors des forêts, par exemple, où il n'y aurait que des conifères. Des forêts un petit peu plus monospécifiques en termes d'arbres. Par contre, il y a plus de tiques, mais les tiques ne sont pas plus infectées. C'est-à-dire quand on vous disait il y a 20% de tiques à peu près qui sont porteuses de la Borrelia, c'est pareil dans les forêts où il y a énormément de tiques. Il y a toujours 20%. Alors bien sûr, 20%, si vous avez 100 tiques, ça fait 20. Si vous avez 10 tiques, ça fait 10. Donc ça fait plus, en quelque sorte, quand vous avez 100 tiques. Mais néanmoins, le pourcentage d'infection est le même. En contexte agricole, les tiques peuvent survivre en contexte agricole, mais par contre, le risque de contracter la maladie n'est pas plus fort. Et a priori, les tiques portent moins de Borrelia, puisque en fait, il y a moins d'animaux qui sont compétents pour transmettre la bactérie. Donc ça, il y a quand même beaucoup de publications scientifiques depuis 1995 qui l'ont démontré. Le cas le plus emblématique, c'est en Irlande, puisqu'en Irlande, ils ont énormément de tiques. Par contre, ils ont très peu de maladies de Lyme, du fait justement que dans les environnements où se développent les tiques en Irlande, il y a très peu d'animaux compétents, c'est-à-dire qui sont capables eux-mêmes d'héberger la bactérie Borrelia et de la transmettre à la tique non infectée. Alors, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, en fait, on est dans un contexte un petit peu mixte. Déjà, on a plus de forêts. Même dans nos milieux un peu plus ouverts, c'est-à-dire les milieux prairiaux,
en fait, on estime que la prévalence de la maladie pourrait augmenter, c'est-à-dire le nombre de tiques infectés pourrait augmenter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a beaucoup d'oiseaux qui portent des types de Borrelia tels que, alors Borrelia garini, bon ça en fait vous pouvez l'oublier, mais et que ces oiseaux donc sont relativement compétents pour transmettre la Borrelia, et qu'en plus on constate en Europe depuis plusieurs années un phénomène de reboisement. En fait, on a un phénomène de déprise agricole, donc avec des milieux qui s'enfrichent et la forêt regagne du terrain. En France, en Europe notamment, on a de plus en plus de forêts. Donc, de plus en plus de forêts, des animaux qui sont potentiellement compétents pour transmettre la Borrelia aux tiques, ça veut dire de plus en plus de tiques et potentiellement, dans les années à venir, de plus en plus de tiques infectées. Alors, maintenant, je vais vous parler en fait de 3 effets qui vont expliquer pourquoi il y a la maladie de temps en temps ou pourquoi il n'y a pas la maladie. Le premier effet, c'est l'effet prédateur. Les chercheurs ont démontré qu'il existait un lien assez fort entre la maladie de Lyme, donc le nombre de tiques, la proportion de tiques infectées et l'activité des prédateurs. Pourquoi ? Parce que les prédateurs, en fait, ils vont réguler la population de micro-rongeurs qui, eux, sont porteurs du stade larvaire des tiques. D'accord ? Et donc, s'il n'y a pas de prédateur, par exemple, pour être complètement caricatural, s'il n'y a pas de prédateur, on va avoir des pullulations de rongeurs. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans les systèmes prairiaux, lorsqu'on a des abattages trop massifs de renards, par exemple, chez nous en France, on a des pullulations de rongeurs. Et donc, du coup, comme ces rongeurs sont porteurs de la tique, si en même temps vous avez des grands mammifères du type ongulé qui sont capables de porter les stades adultes et nymphales de la tique, et ben, le cycle peut se perpétuer. Et si vous avez des animaux compétents pour transmettre la bactérie, et ben, du coup, la maladie de Lyme va augmenter. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est parfois un petit peu compliqué. Et donc, ce qu'on dit, c'est que déséquilibrer un écosystème, c'est de toute façon dangereux. Parce que vous allez avoir éventuellement des places qui vont être laissées libres, et donc des espèces beaucoup plus généralistes, beaucoup plus capables de s'adapter, vont prendre cette place. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir des pullulations, et ça à tous les niveaux, donc au niveau des mammifères, mais aussi au niveau des tiques, ou alors au niveau des bactéries. Et donc, les recommandations que donnent les chercheurs, c'est la protection des espèces prédatrices, notamment le renard, qui est en fait un prédateur qui est assez capable de s'occuper ou de réguler, on va dire, les populations de rongeurs, le putois et, dans une moindre mesure, la fouine et la martre, et également les oiseaux de proie. Et donc, on voit en fait que ce sont des animaux qui sont parfois en danger d'extinction, qui sont menacés tout au moins, notamment la martre en Angleterre était dans à l'époque, maintenant ça revient un petit peu parce qu'on est plus attentif à ce genre d'animaux, mais ce sont des animaux qui sont menacés et donc du fait de leur disparition, on peut avoir des effets paradoxaux qui ont des incidences sur la santé humaine. Donc c'est un peu l'objectif de ce genre de recherche et de ce genre de mise en évidence de la connaissance. Voilà, donc je passe. Alors, effet dilution, donc on suggère donc que la diversité des espèces pourrait réduire la maladie de Lyme. En fait, la maladie de Lyme, c'est une des premières pour lesquelles ce concept a été porté en disant plus il y a, par exemple, d'oiseaux qui vont se nourrir au sol, les petits passereaux, différents, des espèces différentes, moins il y aura de risque de transmission de la maladie de Lyme. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains oiseaux qui ne sont pas compétents pour transmettre la bactérie. C'est-à-dire que même si une tique infectée les pique, une seconde tique qui va aller ensuite se nourrir sur ces oiseaux-là ne pourra pas récupérer la bactérie de l'oiseau. La seule façon qu'elle pourrait le faire, c'est qu'en fait, il y ait 2 tiques qui fassent leur repas de sang en même temps sur le même hôte et qu'à ce moment-là, la transmission se fasse instantanément, on va dire. Et ça, c'est quand même extrêmement rare. Donc, c'est une théorie, une des théories, c'est de dire plus l'environnement est biodivers, plus on a de micro-mammifères capables de porter ce stade larvaire de tique, ou plus on a d'oiseaux capables de porter ce stade larvaire de tique, plus il y en aura au milieu de ceux-ci qui seront incompétents pour transmettre la bactérie, et donc moi j'aurai une maladie de Lyme. Bon.
Il semblerait néanmoins que cette hypothèse n'est pas toujours confirmée. Donc c'est un petit peu, dommage parce qu'en fait c'est vrai qu'en termes de protection de la santé publique, c'était assez séduisant comme hypothèse. Alors ça marche dans la majorité des cas. Hein. C'est vrai qu'il y a énormément d'études qui ont démontré que plus l'environnement était préservé, biodivers et complexe, avec un plus grand nombre de micro-mammifères, un plus grand nombre d'oiseaux, moins il y avait de possibilités ou de chances d'attraper la maladie de Lyme et non plus le risque diminuait. Mais néanmoins, comme c'est pas toujours confirmé, du coup on le préconise comme solution pour lutter contre la maladie de Lyme également, mais c'est pas une solution qui à 100% vous résoudra le problème de cette maladie. Alors, le second effet, c'est l'effet de fragmentation. L'effet de fragmentation, c'est le fait de dire quel est finalement l'écosystème minimal qui permet soit le cycle de la bactérie, soit le cycle de la tique, soit le cycle proie-prédateur, donc entre les renards et les micro-mammifères par exemple. Donc les chercheurs, les études scientifiques les plus robustes ont conclu que soit il y avait un effet nul de la fragmentation forestière, parce que là on parle en fait de la forêt, par exemple il y a deux patchs de forêt, au milieu une prairie. Donc soit il y a un effet nul, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de la forêt, certaines recherches n'ont pas démontré de différence en termes d'infection des tiques, soit il y a un effet positif de la fragmentation, c'est-à-dire que plus les forêts sont fragmentées, plus les parcelles de forêt sont petites, plus il y a de tiques et plus elles sont infectées par la maladie de Lyme. Donc plus on a une densité de tiques importante et plus la prévalence de Borrelia est importante sur la densité de tiques infectées. Et ça, en fait, c'est encore une fois dû aux prédateurs. Parce que les prédateurs, dans certaines parties, dans certains espaces de forêt, quand c'est trop petit, en fait, ils ne peuvent pas se maintenir. Hein, souvent, on dit, alors je crois que c'est sur la diapositive d'après, voilà, c'est 2 hectares. Donc les forêts de feuillus, quand elles font moins de 2 hectares, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir une population stable de renards ou des martres, etc. Sauf à avoir une connectivité avec d'autres petits patchs de forêt pas très loin, et ça n'arrive pas tout le temps. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez plus le prédateur. Donc, si vous n'avez plus le prédateur, vous avez plus de petits rongeurs, par exemple, plus d'oiseaux. Et parmi ceux-ci, il y a plus d'oiseaux compétents, plus de petits rongeurs compétents, et donc une prévalence d'infection qui augmente chez les tiques. Alors, les travaux les plus importants, en fait, ils ont été faits aux États-Unis, parce que c'est un vrai problème, un énorme problème aux États-Unis. Ils ont énormément de cas de maladie de Lyme, plus que chez nous. Et donc, c'est chez eux qu'on retrouve la majorité des publications scientifiques. Donc, ils ont démontré à peu près la même chose. Hein, c'est-à-dire que, alors chez eux, c'est une souris à pattes blanches, qui est la principale espèce réservoir la plus compétente pour transmettre la bactérie de Lyme aux tiques. Et donc, ce qu'ils ont conclu, c'est que la souris à pattes blanches, elles étaient majoritaires dans les petits îlots de forêt. Hein, donc c'est ce que je vous ai dit. Hein, plus c'est petit, moins il y a de prédateurs, donc plus elles se développent. Donc moins de 2 hectares. Encore une fois, ils concluent à la même chose. Et que il y avait moins de bactéries dans les tiques, dans les écosystèmes qui abritaient une diversité d'autres espèces moins compétentes. Par exemple, l'écureuil gris, qui lui n'est pas compétent pour transmettre la bactérie. Donc, il peut être infecté par une tique, mais la bactérie ne va pas se conserver dans l'écureuil, et donc la tique d'après, elle va pas s'infecter par un maladie. Toujours aux États-Unis, ils ont démontré qu'effectivement la maladie de Lyme était corrélée avec la population de grands ongulés. Pourquoi? Parce que, en fait, là, c'est pas tellement du fait de la bactérie, mais c'est du fait des tiques. C'est-à-dire que pour que les tiques, vous vous rappelez le circuit du début, là, le cycle de vie de la tique, en fait, il faut qu'elle ait un stade adulte. D'ailleurs, en fait, c'est à la fois, c'est les deux derniers stades sur un grand ongulé ou un homme. Hein, mais là, en l'occurrence, plus il y a de cerfs, plus il y a de maladies de Lyme. Et ils ont également, alors les mêmes chercheurs ont également démontré que ce qui s'était passé, c'est qu'à un certain moment, il y a eu à peu près un peu la même chose que ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire que le renard était considéré comme un nuisible. Et donc, il y a eu des grandes campagnes d'éradication des renards. Pourquoi? Parce que le renard, ça mange des poules. Donc, forcément, ça embête certains. Et donc, du coup, on a tué les renards. Et donc, comme on a tué les renards, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le coyote a pris la place.
Et comme le coyote, c'est un prédateur un peu plus généraliste, en fait, il était un peu moins intéressé par cette fameuse souris à pattes blanches, et donc il l'a laissé un petit peu plus tranquille. Et donc, on a eu augmentation de la maladie de Lyme, qui était complètement corrélée à la baisse de la population de renards aux États-Unis. Donc ça, c'est l'effet prédateur. Aux Pays-Bas, on se rapproche de l'Europe, donc ça c'est un peu plus intéressant parce que c'est des écosystèmes qui ressemblent plus aux nôtres, encore qu'aux Pays-Bas, bon, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France, mais on se rapproche. Donc là, c'est une étude assez intéressante parce qu'ils ont fait des études de terrain. Donc là, c'est vraiment, ils sont allés mesurer l'infection des maladies génétiques le portage par les renards, les micro-mammifères et les cervidés. Et donc, sur un certain nombre de parcelles forestières, ils ont démontré que les renards, en fait, ils avaient deux effets sur ces micro-prédateurs. Le premier effet, c'est qu'évidemment, comme ils les mangent, ils font diminuer la population. Donc, s'ils ne sont pas là, la population, elle ne diminue pas. Mais il y a un deuxième effet qui est assez intéressant, c'est l'effet en fait induit par la peur du renard chez ces mêmes micro-prédateurs. Parce qu'en fait, pour qu'une tique s'infecte, donc je vous l'ai dit, il faut que, lorsqu'elle n'est pas infectée, il faut qu'elle aille faire son repas de sang, soit sur un hôte infecté, donc un hôte compétent, soit qu'elle fasse son repas de sang en même temps qu'une autre tique infectée, à un même moment, quasiment simultanément. Or, quand il y a du renard dans le coin, en fait, ce qui se passe, c'est que ces petits mammifères-là, eh ben, ils sortent moins de leur tanière, et donc, du coup, ils ont moins de rapports sociaux avec les autres. Et donc, ce qui fait que les tiques elles-mêmes, elles peuvent pas, elles sont moins souvent à deux sur le même hôte, ou elles vont moins souvent aller rencontrer des autres qui ont déjà été infectés par une autre morsure de tique. Donc ça, c'est assez intéressant également comme mécanisme pour expliquer pourquoi, dans certains cas, il y a plus de prévalence de maladie de Lyme chez les tiques que dans d'autres. Alors, on repart aux États-Unis. Donc des données au sud-est de l'État de New York qui ont démontré qu'il y avait une augmentation, que les augmentations dans les abondances de souris étaient provoquées par un autre phénomène environnemental qui est la disponibilité en nourriture. Parce que vous savez qu'il y a deux choses qui peuvent faire augmenter une population. Déjà, on en a parlé, c'est l'absence de prédateurs, donc la population n'est plus régulée. Mais il y a aussi autre chose qui limite l'augmentation exponentielle d'une population, c'est la disponibilité en nourriture. Plus il y a de nourriture, habituellement, ça marche très très bien chez les rongeurs, plus les populations augmentent. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les pullulations. Parfois, dans les campagnes, on voit ça, des années, on n'explique pas pourquoi, il y a beaucoup plus de rats, beaucoup plus de souris, beaucoup plus de mulots, de musaraignes, etc. Et c'est souvent lié, en fait, à des conditions de nourriture et de disponibilité. Et ça, c'est relié aussi à des conditions climatiques. Et donc là, en l'occurrence, il y avait des glandés qui ont été corrélés à l'augmentation de l'abondance de souris. Et du coup, une augmentation des tiques elles-mêmes, puisqu'il y avait plus d'hôtes capables de les porter, et donc une reproduction qui était possible, et plus également d'infections par la maladie de Lyme. Alors le cerf, on en a déjà parlé, l'abondance du cerf est effectivement corrélée à cet effet d'abondance de tiques. Et que donc les chercheurs ont prédit que si on regardait en fait la proportion de micro-mammifères, on pouvait prévoir les risques de contracter la maladie de Lyme. Là encore, des données qui sont à peu près corrélées. Toujours, alors je vais passer un peu plus vite parce que je pense qu'il faut laisser ensuite les questions se poser. Donc, c'est la même chose en fait. Ils ont donc démontré que le coyote était. Ils ont confirmé les recherches sur le coyote, puisque ça avait été un peu controversé en fait lorsque la publication en 2012 est sortie sur cette affaire du coyote qui était moins spécialiste, qui était plus généraliste et donc qui allait moins cibler les micro-mammifères qui étaient compétents pour transmettre la maladie de Lyme. Mais en fait, ça a été confirmé en 2018. Donc effectivement, lorsqu'il n'y a pas ce fameux renard roux, il y a plus de probabilités que les tiques s'infectent par la maladie de Lyme et donc une augmentation de cette incidence de maladie de Lyme chez l'homme. Et également, ils ont fait les mêmes remarques en fait sur la couverture forestière, avec une prévalence d'infection qui était plus basse. Donc, c'est un nombre de cas d'infection qui était plus basse lorsque la couverture forestière était élevée. Voilà.
Alors du coup, bon, à partir de ça, parce que c'est énormément de données, vous avez vu, il y a certaines données qui sont un petit peu contradictoires les unes avec les autres, et puis finalement, on en apprend un peu tous les jours avec cette maladie. Une autre difficulté aussi des études scientifiques, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement dépendantes du lieu, du local. C'est-à-dire que ce qui est vrai aux États-Unis ne va pas être forcément vrai chez nous en Europe, et encore moins en France. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur les cartes que vous a présentées Emmanuel, en fait, il y a aussi des différences énormes entre une région et une autre, qui ne s'expliquent pas toujours en termes d'infection d'éthique, pas tellement de présence d'éthique, mais qui ne s'expliquent pas toujours par la présence ou non de forêt, en fait. Et donc, en fait, tout ça, ça fait réfléchir, et c'est pour ça, nous, notre rôle à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, c'est porter à connaissance les résultats scientifiques pour pouvoir adapter finalement l'action de l'État et, par exemple, les messages de prévention. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les actions explicites de régulation de la faune sauvage, par exemple, on pourrait dire, bon, il y a la maladie de Lyme, c'est une maladie qui peut être grave, il y a de plus en plus de cas, donc on va éradiquer les tiques. Okay, bon, comment je fais pour éradiquer les tiques? Je peux désinfecter complètement l'environnement, mais ça, la plupart du temps, on a des effets rebours quelques années après, donc on ne le fait plus. Mais par contre, on pourrait dire, je vais éliminer toute une série d'hôtes intermédiaires. Je pourrais vouloir éliminer les souris, vouloir éliminer les cervidés, etc. Et donc réguler la faune sauvage. Réguler les espèces envahissantes, réguler les milieux. On pourrait dire, par exemple, finalement, la forêt, c'est dangereux, on coupe toutes les forêts, il y aura moins de tiques, ça c'est vrai, en fait, ceci dit, mais ce n'est pas forcément une solution pour l'environnement, et on risque de se créer d'autres problèmes derrière. Et donc, ce qu'on préconise, ce qu'on dit, c'est que comme les zoonoses sont des phénomènes qui sont assez complexes, il faut déjà essayer de les comprendre, essayer de savoir comment est-ce qu'elles s'installent, comment est-ce qu'elles perdurent, comment est-ce qu'elles se transmettent, pour ensuite avoir des actions publiques qui soient pertinentes. Autre chose, donc, vous vous souvenez le premier diagramme que je vous ai montré avec on fait finalement cette pression bactérienne qu'il y a sur le monde. Des bactéries, il y en a partout, alors elles ne sont pas toutes pathogènes, heureusement. Mais en fait, il faut bien garder en tête que quand on essaye d'agir sur un écosystème par des actions de prévention, d'éradication, en fait, la plupart du temps, on crée un autre problème derrière parce qu'on n'a pas cette connaissance fine de l'écosystème. On va le déséquilibrer. Et donc, on va induire une réaction du vivant. En fait, le vivant, la plupart du temps, quand on fait quelque chose, quand on fait une action pour le contrer, il réagit. Par exemple, quand vous essayez de labourer un champ pour vous débarrasser d'un certain nombre d'espèces de plantes, ce que vous allez constater, en fait, c'est qu'il y a d'autres plantes qui vont prendre la place. Et puis, la plupart du temps, celles-là, elles vont être de plus en plus difficiles à éradiquer. Bon, pour les bactéries et les maladies, c'est pareil. Donc, on dit, attention, les processus écologiques, c'est complexe. Quand on essaye d'avoir des mesures trop radicales sur l'écosystème, on risque ensuite d'avoir aussi des effets négatifs. Et notamment le fait que le parasite, la bactérie, le virus, il va aller, si vous éradiquez un de ces autres, il va aller sur d'autres hôtes. Et il va réussir à s'adapter bien plus vite que nous ne pourra le contrer. Et donc, en fait, il y a quand même une solution. C'est-à-dire qu'il faut sortir évidemment de la gestion de crise. Quand vous êtes en crise et que vous avez un problème spécifique dans un département ou une région, il faut gérer ce problème spécifique. Et là, évidemment, il y a des mesures parfois draconiennes, drastiques qui sont prises. Mais par contre, lorsqu'on est hors crise, il est important aussi de réfléchir sur des actions de prévention de long terme. Et donc de réfléchir à ces équilibres d'écosystèmes, de réfléchir à la diversité des espèces que l'on veut conserver et la façon dont on a de gérer ces écosystèmes pour le moins possible finalement intervenir, parce que toute intervention va déséquilibrer l'écosystème dans un sens ou dans un autre, mais on ne peut pas toujours courir après un déséquilibre en fait. Et pour l'instant, on en est à un niveau de connaissance où on intègre des connaissances déjà existantes qui sont à un niveau qui ne nous permettent pas d'avoir des réponses complètement sûres sur les conséquences d'une action sur un écosystème. Et donc, ce que nous, on préconise, c'est de conserver des écosystèmes biodivers, d'éviter d'avoir des réactions de santé publique ou des réactions individuelles d'ailleurs, d'éradication totale, parce que de toute façon, l'écosystème va réagir et ça sera peut-être pire que ce qu'on avait anticipé. Donc la vision écosystémique, importante, prendre en compte l'écologie des communautés, c'est pas évident, hein, vous l'avez vu, cette maladie de Lyme, elle est un petit peu complexe.
c'est pas toujours corrélé, le nombre de tiques n'est pas toujours corrélé à l'infection. L'infection n'est pas toujours corrélée à un biotope particulier. Et en plus, en fonction des régions, ça peut varier. C'est-à-dire que dans certaines régions, les prairies, ça va être un lieu à risque. Et dans d'autres régions, pas du tout. En Irlande, par exemple, pas du tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les chercheurs et les décideurs politiques ont développé un concept qui est maintenant depuis longtemps en place et qui est en train d'être implémenté, on va dire. C'est le concept One Health, ça veut dire une seule santé. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de gérer un problème de santé publique, donc santé humaine, il faut aussi regarder ces incidences, voire ces liens ou ces synergies avec les problèmes de santé animale. Parce que là, en l'occurrence, il y a la faune sauvage qui est impliquée, et aussi les problèmes de santé environnementale, c'est-à-dire l'écosystème, comment est-ce que j'agis sur mon écosystème, comment est-ce que je déséquilibre ou pas mon écosystème. Et donc là, typiquement, le cas des prédateurs, donc ce qu'on appelle les mésoprédateurs, le renard par exemple, c'est un cas intéressant. Et donc, ce qui est aussi assez clair maintenant dans la recherche, c'est que lorsque vous préservez les écosystèmes biodivers, vous avez finalement le bénéfice immédiat en termes de prévention long terme sur votre problème de santé publique, par exemple Lyme. On pourrait dire, j'essaie de préserver des écosystèmes des patches de forêt supérieures à 2 hectares, comme ça les renards vont pouvoir faire leur rôle, remplir leur rôle en fait, de prédation sur les mammifères qui sont susceptibles de transmettre la maladie de Lyme. Mais en faisant ça, vous avez aussi d'autres effets positifs, et donc notamment la préservation de la biodiversité. Nous, on est intimement persuadés qu'en soi, la biodiversité doit être préservée, même si elle ne rend pas de service à l'homme de manière immédiate. Donc ça, et puis en plus, c'est un objectif que l'État français et même que les États au niveau mondial se sont donnés, donc allons-y. Préserver des écosystèmes biodivers, ça va permettre aussi de réguler les pollutions. Les micro-organismes du sol, par exemple, sont capables de capter des métaux lourds, de dégrader des antibiotiques, de dégrader des molécules chimiques. Les particules fines dont on parle beaucoup, là, qui sont responsables d'énormément de maladies chroniques, sont captées par la végétation. Donc, si vous avez un écosystème biodivers, vous aurez des végétations différentes capables de capter un certain nombre de particules fines. Et bien sûr, toutes les problématiques de bien-être humain et de bien-être animal, puisque là aussi c'est démontré, un homme qui est complètement coupé d'un écosystème, de l'écosystème, de la biodiversité, en fait, va être plus susceptible de développer des pathologies du type troubles de comportement ou même voire jusqu'à maladie mentale. Ça maintenant c'est assez bien lié. Puis bien sûr, il y a le service de récréation, c'est-à-dire qu'un écosystème biodivers, c'est quand même plus sympa qu'un champ de maïs. J'ai rien contre le champ de maïs, mais encore que c'est une plante tropicale, en France on pourrait se poser la question, mais disons que si vous vous baladez dans un champ de maïs, je pense que vous aurez moins de plaisir que si vous vous baladez dans une forêt un petit peu diversifiée, vous entendez des oiseaux, etc. Donc en fait, le plan national santé-environnement, le 3e plan national santé-environnement avait préconisé déjà de prendre en compte la biodiversité dans la gestion des problèmes de santé publique. Donc c'est un plan qui est porté par le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et puis un certain nombre d'acteurs publics et privés. Et donc voilà, nous on pense que c'est absolument important, et c'est pour ça que ces problématiques de la connaissance scientifique sont importantes. Et juste la dernière diapositive, pour vous montrer, alors ça c'est un petit clin d'œil, c'est aussi aux États-Unis, parce que c'est là qu'ils ont fait le plus ces études-là, c'est que en fait, on se rend compte que quand on fait des études sur combien est-ce que les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont confrontés à un risque, là le risque de maladie de Lyme, et combien ils seraient prêts à payer pour qu'il n'y ait plus ce risque-là, et ben on voit que c'est des sommes quand même colossales. C'est-à-dire que là, aux États-Unis, c'était nord des États-Unis, donc vous avez les villes, les régions, donc c'est quand même entre 2,77 et 4,97 milliards de dollars par an. C'est-à-dire qu'en additionnant tout ce que les gens sont prêts à payer individuellement, on arrive à ces sommes-là. C'est-à-dire qu'avec ces sommes-là, on est bien capable tout de même de protéger les écosystèmes. Et donc, ça relativise tout de même parfois certains discours où on vous dit, non, c'est pas possible, c'est trop cher. En fait, non. Préserver la biodiversité, c'est pas trop cher, puisqu'en fait, le consentement à payer pour avoir un environnement biodivers et qui éventuellement présenterait moins de risques de telle ou telle maladie, il est déjà présent dans la population. Maintenant, il faut que la puissance publique s'en saisisse et préserve la biodiversité. Donc, bonjour à tout le monde. Merci aussi pour me donner la possibilité de présenter notre programme. Donc, je m'appelle Irénée Caravieri et je travaille à l'INRA Grand Est Nancy.
et au CPIE de Nancy-Champenoux. Donc, c'est les centres permanents d'initiative pour l'environnement à Nancy-Champenoux. Donc, vous voyez déjà côté scientifique et côté médiation qui sont ensemble dans ces projets qui dérivent de citoyens et d'éthique. Donc, CITIC parce que c'est des citoyens et d'éthique. C'était très intéressant les deux interventions avant moi parce que justement, ça concerne tout ce qu'on traite dans CITIC. Alors, c'est déjà un programme des sciences participatives qui a pour but d'améliorer la connaissance scientifique, donc de faire avancer la recherche concernant l'écologie d'éthique et des maladies qu'elles transmettent, et avec ça, améliorer les gestes de prévention. Donc, effectivement, Madame Soublé parlait de l'approche One Health, et effectivement, l'IRA, ça fait déjà un moment qu'elle essaie d'amener les recherches avec ces concepts. Donc, en analysant vraiment tous les parties prenantes dans un problème. Et bon, notamment les tiques et les maladies transmises par les tiques, ça concerne vraiment les humains, les animaux, la biodiversité et l'environnement. Donc, c'est vraiment un concept holistique. Donc, comme on a déjà vu avec Madame Vessière et Madame Soublé, il y a effectivement un problème concret sanitaire lié aux tiques. Donc, il y a d'un côté la société. Donc, on a même vu dans les baromètres qui nous a présenté Madame Vessière qu'effectivement, il y a une hétérogénéité à niveau de l'information donc des citoyens. Il y a quelqu'un qui connaît la maladie et qui se demande donc c'est quoi les risques quand je sors en forêt, qu'est-ce que je fais en cas de piqûre. Et il y a aussi des gens qui ne connaissent pas encore la maladie. Et puis, il y a l'autre côté, donc c'était plutôt dont elle parlait Madame Soublé. Concernant les mondes scientifiques, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être menées. Par contre, on a effectivement des connaissances lacunaires encore concernant les tiques et les maladies qu'elles transmettent. Donc, ça peut être très banal, des questions sur les tiques, où elles piquent, quand elles piquent, quel pathogène dans quelle région. Parce que c'est vrai qu'il y a des études, mais sont plutôt à niveau territorial réduit. Donc voilà, il y a encore tout un tas de choses à découvrir et à comprendre par rapport aux tiques et aux maladies qu'elles transmettent. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a d'un côté les besoins de mieux informer les citoyens sur les risques liés aux tiques, et il y a de l'autre côté un besoin de collecter de nouvelles données pour faire avancer la recherche. Donc, les objectifs de CITIC, c'est d'un côté venir à appuyer la recherche, donc en organisant une collecte des données d'éthique qui n'avaient jamais été faites avant, et essayer de répondre donc à ces questions de recherche. D'un côté, sensibiliser et faire participer les grands publics à la recherche sur les maladies éthiques. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un projet des sciences participatives. Et puis, d'un côté, il y a aussi développer des outils un peu innovants de prévention, améliorer la prévention, et aussi donc le grand public, mais aussi les personnes qui sont intéressées à niveau journalier du risque d'éthique. Donc, on parle des forestiers, des gens qui, tous les jours, sortent pour leur travail en forêt ou même dans les jardins et qui sont intéressés beaucoup plus qu'un citoyen qui vit en ville aux risques liés aux tiques. Donc, comment faire tout ça? Alors, tout d'abord, on a voulu rendre les citoyens, donc, disons, participants en premier, l'acteur de ces projets, justement pour améliorer aussi la connaissance de ces côtés-là. Donc, on a commencé en mettant à point cette application smartphone qui s'appelle Signalement Tic. C'est une application qui permet de signaler une piqûre de tic. C'était construite avec des Living Labs en début 2017 avec des citoyens et des facilitateurs. Et c'est une application qui permet donc de signaler une piqûre des tiques où on a été piqué, mettre toutes les données qui nous concernent, donc l'âge, où on a été piqué, c'était quoi la météo, etc. Donc, il y a tout un tas d'informations à renseigner. On a une carte qui nous dit où sont les piqûres de tiques, donc les gens qui signalent la piqûre. Il y a des conseils donc de prévention. Et à côté de ça, il y a aussi un petit carnet des piqûres et aussi des rappels. Donc, par exemple, si je suis piquée aujourd'hui, dans une semaine, j'ai un petit rappel qui me dit regarde ta piqûre, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe.
comment tu te sens, etc. Donc, c'est vraiment aussi un outil pour suivre un peu cette piqûre. Clairement, pas tout le monde a un smartphone à l'heure actuelle, donc il y a aussi un site web et il y a un questionnaire papier. Notamment, j'ai envoyé à Madame Egea un peu de matériel citique, donc je pense que vous pourrez trouver des petits thématiques qui contiennent justement des questionnaires papier, parce qu'on peut signaler la piqûre aussi via papier, et puis vous nous envoyez votre tic ou juste le signalement via papier par la poste. Donc, les troisième stade, c'est la collecte des tiques piqueuses. Donc, c'est, si vous voulez, la première expérience de ce type en France. Donc, nous, on reçoit les tiques piqueuses que les gens nous envoient. Jusqu'à maintenant, donc, ça a débuté à moitié juillet 2017, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Jusqu'à maintenant, on a recueilli 5000 tiques piqueuses à peu près. Et donc, on accepte les piqûres humaines, enfin, sur les humains et sur les animaux. Donc, la ticothèque, cette ticothèque, essentiellement, c'est des congélateurs. Hein, et on y stocke donc les tiques qui seront à disposition des chercheurs qui seront intéressés à étudier ces tiques. Parce que c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup d'études faites sur les tiques qui ont été recueillies à travers les draps. Donc, en fait, les chercheurs tirent un drap sur le pelouse en forêt et puis recueillent les tiques. Alors que là, c'est vraiment des tiques piqueuses. Donc, on va avoir des informations différentes aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à disposition qui est intéressé à les analyser. Donc, s'il y a des vidéos, donc à côté, il y a toute la partie communication qu'on fait, qu'on n'a jamais arrêté de faire d'ailleurs. Donc, voilà, c'est un peu les passages. Donc, on est piqué, on signale, on la conditionne, et puis on l'envoie, et nous, on la reçoit. À côté de ça, donc, il y a toujours cette idée de faire participer les citoyens à tous les stades de ces programmes. Donc, ici à Nancy, on a inauguré le 14 novembre les laboratoires tous chercheurs où les personnes peuvent se mettre, disons, à la place de chercheurs et travailler sur les questions de recherche et aussi analyser l'éthique de la ticothèque, toujours encadré naturellement par un chercheur. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose pour faire approcher un peu aussi les publics du côté recherche. Donc, c'est tout à fait un laboratoire de recherche comme les autres, mais qui accueille le public. Donc, on a déjà commencé à accueillir des scolaires sur les thématiques de microbiologie des sols et du bois. Et concernant les stages sur l'éthique, ça va être à partir de mai, donc pour le grand public. Donc là, il y a des photos des scolaires qui sont déjà venus chez nous. Et donc, toujours à côté, il y a la participation toujours des scientifiques. Et effectivement, les données CITIC, ils ont déjà, enfin, même si ça fait 1 an et demi qu'il y a débuté les programmes, il y a déjà plusieurs projets de recherche qui s'appuient sur les données CITIC. Donc, d'un côté, c'est surtout par rapport au signalement TIC. Il y a plusieurs domaines, donc la biologie, la médecine. On travaille aussi avec un géographe des Paris 8 qui, justement, essaie de trouver des corrélations selon la météo et la végétation liée à la piqûre de tiques signalée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, si vous voulez, dans tous les domaines. Et puis voilà, il y a la communication. C'est très important de communiquer au début, au milieu et à la fin du processus. Hein, et aussi pour continuer à engager la participation et faire participer les gens à ces projets, et scientifiques aussi. Donc voilà, il y a un compte Twitter, on a des flyers, des affiches, c'est que j'ai envoyé d'ailleurs à Madame Egea, et on a une newsletter, on fait des conférences donc aussi pour le grand public, pour la prévention, pour parler du projet, pour parler de l'écologie d'éthique. Et donc, on a quand même pas mal de retombées médias, retombées de presse. Donc là, par exemple, on était un événement dans la campagne à côté de Nancy où on montre aussi l'éthique, les différents stades, juste pour faire connaître aussi, il ne faut pas être piqué pour voir l'antique. Nous, on est là pour montrer, pour
les faire les connaître aussi et parler du projet. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu à peu près 45 000 chargements de l'application. On a fait beaucoup plus de 50 conférences désormais. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ça. Nous avons recensé 15 000 piqûres, donc à peu près 12 000 sur les humains et 3 000 sur les animaux. Et on a reçu donc 5 000 tics. Pour le moment, on voit qu'il y a quand même une très forte mobilisation citoyenne et aussi des institutions. Donc, on a une convention avec l'ONF, par exemple, qu'on a signé cet été, et aussi avec les associations. Grâce à ces données qu'on a recueillies jusqu'à maintenant, effectivement, on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et donc, c'est aussi un moyen pour se poser de nouvelles questions, essayer d'aller un peu plus aller au-delà déjà de ce qu'on a déjà trouvé sur l'éthique et sur l'écologie d'éthique. Donc, celle-là, par exemple, c'est la carte jusqu'au 30 septembre 2018 des signalements des piqûres. Donc, ça, c'est vraiment une carte des signalements des piqûres. Ce n'est pas une carte des risques liés aux piqûres d'éthique. Il y a quelqu'un un jour qui m'a appelé en me demandant est-ce que alors en Bretagne il y a plus d'éthique? Non, on ne le sait pas. Non, c'est juste vraiment une carte pour le moment des signalements. Donc après là aussi ça dépend. Le projet a commencé en région Grand Est, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus de signalements. On voit aussi en regardant les autres cartes qu'effectivement dans les centres on a moins de signalements, même s'il y a quand même pas mal de cas recensés des maladies de Lyme. Et aussi en Bretagne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous connaît mieux et qui donc signale plus. Mais bon, là aussi c'est vraiment des choses que on verra aussi sur la longue période, sur le temps, comment ça va évoluer. Aussi la participation au programme. Donc là, c'est les chiffres jusqu'en novembre 2018 à partir du début. Et voilà, comme je vous disais, c'est à peu près 12 000 sur les humains et 3 000 sur les animaux. Et effectivement, donc ça c'est un peu avec ce qu'on se disait avec Madame Bessière. Souvent, on pense au tic comme quelque chose qui est juste en forêt, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on voit vraiment, on a une confirmation selon les signalements. Effectivement, il y a aussi un risque dans les jardins privés et dans les parcs. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir changer nos méthodes de prévention parce que, un des buts, c'est aussi éviter de tomber malade, donc éviter de se faire piquer par ces tiques. Et donc, ça, vraiment, ça peut être déjà un point de départ pour essayer de changer un peu même les politiques concernant l'aménagement des parcs, par exemple. Donc, disons que les résultats attendus, c'est déjà essayer de modéliser le service des piqûres, voir un peu la répartition géographique des piqûres, des tiques éventuellement des pathogènes, parce qu'après, il y a aussi tous les processus d'analyse de ces tiques. Pour le moment, l'IRA a mis à point une puce qui analyse à peu près 47 pathogènes à l'intérieur des tiques à travers des analyses d'ADN. Et à côté de ça, donc côté un peu plus, si vous voulez, scientifique, analyse, recherche, il y a aussi les côtés prise de conscience, sensibilisation du grand public et des professionnels qui travaillent avec ces risques liés aux tiques. Donc voilà, là j'ai mis un peu les 3 piliers des CITIC. On a les citoyens d'un côté, les chercheurs de l'autre, et les facilitateurs donc qui facilitent un peu les processus, voilà, la communication entre ces deux piliers concernant l'éthique et les maladies que l'éthique transmettent. Donc notamment les CPIE, ça fait partie des facilitateurs. Et entre autres, l'URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place avec l'ARS l'Expotique. Donc voilà, vous voyez un peu comment ces deux piliers peuvent collaborer pour améliorer vraiment la sensibilisation et la prévention. Donc là aussi, moi, je voulais juste remettre une petite couche sur la prévention, comme disait Madame Bessière. C'est important, voilà, avant de sortir, de se couvrir. Donc, vous mettez les pantalons dans vos chaussettes,
vous mettez les t-shirts dans vos pantalons, aussi un chapeau, éventuellement un bonnet. Et ce n'est pas parce que l'éthique tombe des arbres, hein, ça c'est une idée reçue, mais en fait l'éthique grimpe. Donc voilà, les vêtements blonds clairs, ce n'est pas parce que les tiques sont attirés par les couleurs noires, enfin sombres, mais c'est juste parce qu'on les voit sur les vêtements clairs. Et donc après aussi, c'est bien d'utiliser un répulsif. Après, bon, là, c'est chacun de décider s'il veut utiliser des molécules chimiques ou pas. Mais bon, c'est quand même un geste de prévention assez important. Et aussi, on s'est rendu compte que effectivement, les tiques n'aiment pas la chaleur sèche, comme on le disait. Donc, même si on ne lave pas les vêtements après une sortie, ça peut être bien de les passer au sèche-linge. Donc, déjà 60 degrés, les tiques meurent. Donc, ça aussi, c'est très important à savoir parce que on peut accompagner même les institutions ou des associations qui travaillent notamment dans les domaines environnementaux, enfin, très banalement, installer des lave-linges pour les salariés. Donc, ça aussi, c'est quand même pas... C'est quand même pas intéressant concernant le dialogue qu'on peut avoir justement avec les institutions ou voilà, les grands organismes qui travaillent dans ces domaines. Et puis voilà, une fois qu'on est rentré, observer méticuleusement les corps et se faire aider même pour les cheveux, pour les dos. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut toujours tenir en tête. Et voilà, donc si on est piqué, bon, comme disait Madame Bessère, tire-tique, n'importe dans quel sens, hein, c'est pas un vis, il faut droite ou gauche, c'est bien, c'est juste parce qu'en fait les tiques, ils produisent une colle, une sorte de colle quand ils s'accrochent et la tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est pour les casser justement cette colle et pour l'enlever, parce que sinon elle va se casser, et les rostres, la partie buccale va rester dans la peau et ce n'est pas, enfin c'est mieux que ça ne reste pas. Donc voilà, après avoir enlevé la tique, il faut désinfecter. Nous, on conseille aussi de marquer la piqûre avec un trait de crayon ou de stylo parce que c'est vrai que des fois, on oublie où on a été piqué. Si on a plusieurs piqûres de tiques, on oublie. Donc ça nous permet d'avoir un suivi de cette piqûre meilleur. Donc il faut observer la zone piquée, l'apparition d'un érythème migrant, mais aussi l'apparition de fièvre, maux de tête. Et ça peut nous amener vraiment à consulter un médecin, c'est très important. Et puis bon, si vous êtes piqué, comment dire, ne vous faites pas piquer par les tiques, mais si jamais ça arrive, ben, c'est une bonne excuse pour participer à ces tiques. Et voilà, donc nous envoyer la tique et signaler la piqûre. Donc voilà, sur le site, il y a plusieurs documents à consulter. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas. Donc voilà, ça c'est l'équipe CITIC. Il faut beaucoup de travail derrière. Et je vous remercie. Merci Irène.